Bonjour et bienvenue dans la semaine de l'écho. Perte d'emploi, cyberattaques, instabilité politique, développement d'armes bactériologiques. L'intelligence artificielle affole les gouvernements face au développement fulgurant de cette technologie. Un premier sommet mondial s'est tenu cette semaine au Royaume-Uni. Que faut-il en retenir et comment se prémunir des dangers de l'IA? Analyse et reportage à suivre. L'ampleur prise par cette technologie dans l'économie, la défense, la sécurité, la souveraineté interpelle les grands de ce monde. Quelles nouvelles règles mondiales? Faut-il créer un GIEC de l'intelligence artificielle? Comment réguler sans brider l'innovation? On en parle dans un instant. Enfin, derrière les déclarations, la course à la maîtrise technologique est lancée. À coups de milliards, les États-Unis ont acquis une longueur d'avance. La Chine est bien placée. Quelle place pour l'Europe? Débat à suivre. Et pour en parler, j'ai le plaisir d'accueillir Christine Balaguer, professeure à l'Institut Mines Télécom Business School, fondatrice du réseau Good in Tech, Fabrice Epelboin, entrepreneur et enseignant à Sciences Po, Fabrice Le Sachet, porte-parole du Mouvement des entreprises de France, le MEDEF, et à distance, Nathalie Devilliers, experte en droit de l'intelligence artificielle pour la Commission européenne. Bonjour à tous les quatre et merci d'avoir accepté notre invitation. Une coopération mondiale sur les dangers potentiels de l'intelligence artificielle. Cette semaine, le Royaume-Uni a organisé le premier sommet sur la question. Les précisions de Pierre Leduf. Dans cet ancien centre de décryptage où Alan Turing avait déchiffré les codes secrets des nazis, s'est tenu le premier sommet international dédié à l'intelligence artificielle. Le Royaume-Uni veut montrer la voie et prend la tête d'une coopération mondiale sur les dangers potentiels de l'intelligence artificielle. Nous avons créé un institut consacré à la sécurité de l'intelligence artificielle ici au Royaume-Uni, investissant davantage que n'importe quel autre pays. Cela va nous permettre de garantir la sécurité du public. Outre la création de cet institut, les États-Unis, la Chine, l'Union européenne et une vingtaine de pays ont signé la déclaration de Bletchley pour un développement sûr de l'intelligence artificielle pour gérer de manière collective ces risques potentiels. Les États ne doivent pas laisser les entreprises privées dicter les règles d'un domaine qu'elles sont les seules à maîtriser, a averti le ministre français de l'économie. La troisième préoccupation concerne la concentration. La concentration des technologies, des données, des processeurs graphiques entre les mains d'un nombre très limité d'entreprises privées. Il y a un risque que les règles soient définies uniquement par les entreprises privées dans leur propre intérêt. 2 sommets internationaux sur le sujet vont suivre, en Corée du Sud dans 6 mois et à Paris dans 1 an. Alors Chine, États-Unis, Union européenne, Royaume-Uni et une vingtaine de pays ont signé une déclaration pour le développement sûr de l'IA. Nathalie Devilliers, en tant que juriste, vous diriez que c'est l'heure du consensus pour une régulation de l'IA? Je crois que c'est surtout l'heure d'une prise de conscience de la communauté internationale et non pas seulement de certains acteurs, comme c'était le cas, ne serait-ce qu'il y a 10 ans, par exemple sur la protection des données. Le fait qu'il y ait une utilisation massive des IA génératives provoque des risques, et ça a été dit en termes de souveraineté, notamment dans le domaine de la défense, mais pas uniquement, également en termes d'emploi, qui font qu'aujourd'hui, on ne peut plus mettre ce sujet de côté et que donc tous les États vont s'occuper à leur manière, en fonction de leur tradition juridique, de leur histoire et des industries qui sont présentes sur leur territoire, pour s'emparer du sujet. Et en tout cas, c'est une démarche très positive d'avoir aussi ce suivi sous forme de conférences tous les 6 mois. Alors les États ne doivent pas laisser les entreprises privées dicter les règles d'un domaine qu'elles sont les seules à maîtriser. Fabrice Le Sachet, c'est le ministre de l'économie Bruno Le Maire qui le disait, je vous entendais réagir. Les géants de la tech ne doivent donc pas devenir les maîtres du monde ? Je ne sais pas, mais en tout cas, on parle d'intelligence artificielle beaucoup sous l'angle des menaces et des risques. Il y a certainement des choses. C'est l'objet de ce sommet. Oui, je sais, mais on parle beaucoup de l'IA en général sous l'angle des risques. Il y a aussi des opportunités. Et nous, d'un point de vue des chefs d'entreprise, on regarde les gains de productivité qui peuvent être apportés par l'intelligence artificielle. On regarde les aspects positifs, l'élévation de la valeur ajoutée des produits et des services qui sont conçus sur notre sol. On doit sortir d'une économie low cost, on doit aller vers des valeurs ajoutées plus fortes. Et donc, c'est un levier pour y parvenir. Il y aura des modifications des compétences.
Les organisations professionnelles, les syndicats, les organisations patronales ont un rôle à jouer là-dessus. Et donc, on voit ça plutôt comme une chance et une opportunité. Certes, le sommet était dédié au risque, et il y en a, encore une fois. Mais justement, je trouve que ce sommet, si je puis me permettre, bien sûr, ce sommet manque aussi de tracer des perspectives. Parce qu'à force de rabâcher qu'il y a des dangers, je me rappelle que sur la robotisation, c'était la même chose, on oublie que les pays les plus robotisés sont ceux où les taux de chômage sont les plus faibles. Suisse, Allemagne, Corée du Sud, États-Unis, Singapour. Donc la robotisation n'a pas supprimé des emplois, ce qu'on entend beaucoup sur l'intelligence artificielle. Elle transforme le marché du travail probablement, mais elle ne supprime pas des emplois. On va y revenir. Fabrice Epelboin, cette coopération internationale est-elle nécessaire, est-elle sincère ? Sincère, je ne sais pas, nécessaire, elle est indispensable. À partir du moment où un acteur international décide de ne pas suivre les mêmes règles, il va nécessairement se développer dans des domaines sur lesquels les autres s'interdisent. Alors, il est important que sur certains domaines, il y ait un consensus mondial sur ce qu'il est permis de faire et ce qu'il ne faut pas s'autoriser à faire, parce que les dérives sont potentiellement cataclysmiques et pas uniquement pour notre économie, ça va bien au-delà de notre économie. Plus que l'automatisation, la robotisation C'est dans la version optimiste de ce que l'intelligence artificielle pourrait nous apporter. On est dans ce genre de transformation, une transformation schumpeterienne, des emplois qui vont disparaître, des emplois qui vont se transformer, et une économie qui va grosso modo profiter, plus ou moins, selon les économies, de gains de productivité. Ça, c'est la version extrêmement optimiste. Il y a des versions beaucoup moins optimistes qui considèrent que, très concrètement, on va mettre sur le marché quelque chose qui sera beaucoup plus intelligent que l'homme et qui va reléguer l'homme de la même façon que l'homme a relégué l'animal. Où est-ce qu'on va ? Personne n'est capable de le dire aujourd'hui, mais toujours est-il qu'il y a une zone de danger qui est infiniment plus grande que celle qu'on a connue avec la robotisation. La version robotisation et transformation schumpeterienne, j'insiste, est ce qu'il pourrait arriver de mieux avec l'intelligence artificielle. On n'est pas du tout assuré que ça se contente juste de ça. Elon Musk met en garde contre les robots humanoïdes et en juillet, le PDG du concurrent de ChatGPT avertissait que d'ici quelques années, l'IA pourrait donner les informations nécessaires pour mener des attaques biologiques. Christine Balaguer, comment interpréter les craintes, les menaces brandies par ces géants de la tech ? Alors, on a un paradoxe ici des acteurs de la tech, et en particulier ceux qui sont à l'origine du développement de l'IA générative, avec ce que j'appellerais des coups de communication, c'est-à-dire que le fait de parler beaucoup de ce sujet, mais aussi, je dirais, beaucoup de visibilité sur ces technologies, sur les risques, mais sur aussi les opportunités, comme ça a été déjà dit. Donc, on a ce paradoxe, finalement, de ces acteurs qui produisent ces technologies, qui vraiment font beaucoup de communication et profitent de ces sommets pour continuer à communiquer quand même sur leur technologie. Mais là il s'agit vraiment de menaces existentielles et pas seulement de supprimer des emplois. Fabrice Le Sachet, les entreprises en sont-elles conscientes et est-ce que, je ne sais pas, le MEDEF eh bien, s'adapte à ça, se prépare à ça ? J'ai beaucoup de mal à rentrer dans cette vision très pessimiste de l'avenir et du développement technologique, notamment sur l'IA. Ce que l'IA peut faire, l'IA peut aussi le défaire. On peut imaginer aussi que l'IA permette de lutter contre la désinformation. Pourquoi pas ? Puisque ce sont des systèmes intelligents qui travaillent sur des données. On peut imaginer que l'IA nous aide à démanteler des réseaux terroristes. On peut imaginer que l'IA nous aide à lutter contre le blanchiment d'argent sale en croisant certaines données. D'ailleurs, je fais remarquer que les services de Bercy ont compris l'intérêt d'utiliser la technologie pour traquer des fraudeurs. Donc, il y a des possibilités d'utilisation de l'IA. Est-ce aussi efficace que l'humain ? En tout cas, ce que nous dit Bercy, c'est que c'est efficace pour les recettes fiscales. Ils ont réussi à trouver notamment, et je crois que c'est... On avait quelqu'un en plateau précisément qui nous disait que ça ne remplaçait pas encore complètement l'humain. En tout cas, ça ne remplaçait pas les destructions de postes à Bercy. Les chiffres, oui, mais Bercy, ça c'est un autre débat. Il y avait peut-être trop de postes. C'est un autre débat. Mais ce qu'on sait, c'est qu'en tout cas, c'est efficace pour traquer des fraudeurs. Donc on peut imaginer que l'IA serve à lutter contre les dérives que vous avez évoquées également. Est-ce que l'IA peut défaire ce qu'il a fait ? Non, il faut être sérieux 5 minutes. On va entrer dans les mois et années qui viennent, et si ce n'est déjà fait, dans un monde dans lequel le rapport à la vérité va être profondément changé. Ce rapport à la vérité, il est assis sur 2 socles. Le premier qui est un socle judéo-chrétien qui est saint Thomas, je crois ce que je vois. Le deuxième qui est l'apparition, il y a finalement assez peu de temps, un siècle à peine, de dispositifs techniques qui permettent de retranscrire une réalité. La photographie, le cinéma et tout ce qui s'en est suivi. Tout ça va disparaître.
Tout ça a déjà plus ou moins disparu. Si vous vous souvenez bien, lors des dernières manifestations pour les retraites, il y avait des photos qui circulaient qui montraient un vieillard mis à mal par des CRS qui était un fake. Et puis très rapidement à côté, il y avait une photo qui montrait des rangées de CRS défendant le Conseil constitutionnel qui a été dénoncé comme étant un fake et qui en fait était réalisé par un photographe de Reuters. On est déjà entré dans ce monde où la possibilité de rendre compte d'une réalité à travers un dispositif technique, qui est celui qui nous entoure sur ce plateau, va très rapidement disparaître. Le rapport à la réalité va profondément changer. C'est intrinsèquement lié à C'est l'intelligence intrinsèquement artificielle. lié à la disparition de la fiabilité de ces dispositifs techniques et de l'apparition d'un nouveau dispositif technique, ces intelligences artificielles génératives, qui sont une branche de l'intelligence artificielle. C'est pas la première, loin de là. On baigne déjà dans l'intelligence artificielle avec des effets totalement délétères. Et l'apparition de ce dispositif technique va permettre à tout un chacun de retranscrire un imaginaire à travers de l'imagerie photoréaliste, qu'elle soit fixe et demain animée, sans qu'on ait de réelle possibilité de détecter le vrai du faux. Et ça va altérer notre rapport à tous, en tant que société, à la réalité. Christine Balaguer, précisément, vous vous intéressez à cette IA générative. Vous partagez ces inquiétudes ? Alors, on a sorti un rapport dans Good in Tech autour des dangers de l'IA générative, mais basé sur toute une analyse qu'on a fait de la littérature scientifique, donc des dangers avérés, non pas imaginés, mais avérés. Et en fait, on a 3 types de risques qui ressortent de cette analyse. Le premier grand risque de l'IA générative, c'est sur les données, puisque ce sont des modèles qui utilisent pour leur entraînement l'ensemble des données numériques, l'ensemble des données du web. Donc, on a au sein de ces données des problématiques de privacy. Il y a des informations personnelles dans les bases de données qui alimentent l'IA générative. Ça a été montré par des chercheurs. Par exemple, les intentions de vote des Américains circulent. Deuxième élément, il y a du copyright, c'est-à-dire qu'il y a du matériel qui est copyrighté, qui rentre dans ces données d'entraînement. Il y a également de la fausse information, puisque aujourd'hui, on a une pollution de l'environnement numérique, et donc ça rentre dans les données d'entraînement de l'IA générative. Et puis, on a également des failles de sécurité. Le deuxième grand risque, c'est le contenu. Donc, on a création, ça a été dit tout à l'heure, mais de fausses informations, de deepfake, très facilement accessibles à tout le monde. Donc, on va rentrer dans un monde dans lequel on va avoir une pollution des sites web et de toutes les données numériques par des fausses informations qui vont elles-mêmes rentrer dans la chaîne d'entraînement de ces modèles. Donc, on va avoir ce qu'on appelle une pollution des communs numériques qui pose énormément de problèmes. Et le deuxième sujet des contenus, c'est également un risque de biais. Ça a été là aussi démontré par des chercheurs. Des biais de langage. Lorsqu'on pose des questions à ChatGPT suivant différentes langues, on n'a pas le même résultat. On a des biais également de tendances politiques. Comment vous expliquez ça ? Eh bien, parce qu'en fait, le modèle s'entraîne sur des langues, et la langue la plus utilisée dans le monde, c'est l'anglais. C'est là où on a le plus de données. Donc, les modèles sur l'anglais sont beaucoup plus fiables que des modèles qui utilisent d'autres langues, et en particulier le français, par exemple. Nathalie Devilliers, face à cette pollution, d'une certaine façon, numérique, quels sont les garde-fous contre les fausses informations et les montages truqués qui pullulent sur la toile ? Alors, ce que j'aimerais quand même ajouter, c'est que la loi sur la sécurisation et la régulation de l'espace numérique a permis de pénaliser l'hypertrucage dans un contexte particulier d'ordre pornographique. Là où on se dirige vers un risque spécifique concernant la fusion entre guillemets homme-machine, c'est également à cause ou grâce aux interfaces homme-machine. Et effectivement, ChatGPT, pour prendre cet exemple-là, et il y en a d'autres, sont utilisés par la population de manière totalement libre. Et effectivement, on va avoir un cercle, comme ça a été décrit, inextricable d'intoxication des données et donc d'amplification. Pour le moment, on a un dispositif dans le règlement européen sur les services numériques qui impose aux plateformes justement de signaler ce type de situation. Ce site est disponible sur le site de la Commission européenne, n'importe qui peut le consulter. On voit donc les notifications qui sont faites par exemple par TikTok, par les grands géants, Amazon, etc. Cette information est disponible. En revanche, quand on essaye de trier les motivations entre guillemets de ces hyper-trucages et qu'on regarde sur la désinformation,
on a 0 contenu déclaré, ce qui est totalement irréel et ne correspond pas en tout cas à ce que nous, on peut observer. Et si on prend la visée, là, en matière de sécurité, puisque c'était le thème à Londres, effectivement, on va entrer dans une guerre de l'information qui va viser à saper les forces morales, saper l'image que les citoyens ont d'un État. Et effectivement aussi dans cette plateforme de la Commission, quand on regarde les signalements qui sont faits d'hypertrucage à des fins d'interférence et de manipulation de politique étrangère, on est également à 0, alors que la plateforme X, et Thierry Breton l'a d'ailleurs signalé il y a 20 jours et a fait un rappel à la loi à Elon Musk, a permis de véhiculer des hypertrucages et qui sont de réels appels à la violence. Donc effectivement, pour le moment, on est assez démunis avec ce dispositif-là, malgré des risques d'offensive informationnelle pour les États et pour les entreprises qui vont effectivement être faciles à décliner finalement. Fabrice Epelbois, on entend l'Union européenne assez démunie. Selon un rapport de l'Institut international pour la démocratie, pour la 6e année de suite, le nombre de pays connaissant un déclin démocratique dépasse celui où la démocratie a progressé. Faut-il y voir un lien de cause à effet? L'intelligence artificielle marque-t-elle la fin de la démocratie? Alors, s'il faut pointer du doigt une intelligence artificielle dans cet état de fait, c'est plutôt une autre branche qui a été vulgarisée sous le terme Big Data, qui est la branche qui va typiquement vous fournir des moteurs de recommandation sur Netflix, sur Amazon, ou constituer le flux d'informations de votre réseau social. On appelle ça les algorithmes, c'est un terme fourre-tout qui ne veut plus dire grand-chose, mais c'est à la base de l'intelligence artificielle. Elle n'est pas aussi spectaculaire que la génération ChatGPT, qui nous donne à voir quelque chose qui ressemble à de l'humain. C'est une intelligence artificielle qui brasse des milliards de données et qui, à partir de là, va pouvoir extrapoler l'état futur de quelque chose qu'elle observe à partir de ce qu'elle a déjà observé. Donc, typiquement, ce que vous avez aimé et ce que vous pourriez aimer. C'est sa principale utilisation dans notre quotidien. C'est comme ça que les réseaux sociaux sont animés et qu'on constitue un contenu éditorial individualisé pour tout un chacun. Et c'est ça qui, au prétexte d'optimiser les flux de revenus publicitaires, a complètement polarisé les opinions publiques occidentales. Et ça, très clairement, c'est un déclin démocratique et ça a eu un impact monstrueux sur tous les régimes politiques. On peut faire quelque chose contre ça? Pour l'instant, on n'a pas trouvé quoi faire. On n'a vraiment pas trouvé quoi faire. Ça n'est pas la même problématique que la lutte contre la désinformation, qui est un autre problème. Là, on est vraiment sur la polarisation des opinions, qu'on vit en plein aujourd'hui avec le conflit au Moyen-Orient, mais qui n'est absolument pas un problème nouveau et qui s'est considérablement aggravé avec l'arrivée d'une autre forme d'intelligence artificielle. J'insiste, ce n'est pas la même branche d'intelligence artificielle, mais ça reste de l'intelligence artificielle. Il ne faut pas les confondre, sinon on met tout dans le même sac et on finit par parler d'algorithmes, ce qui ne veut plus rien dire. Mais malgré tout, on est déjà dans une ère d'industrialisation et de généralisation de l'intelligence artificielle qui est en place depuis une dizaine d'années. Là, ce à quoi on assiste, c'est une nouvelle forme d'intelligence artificielle, une nouvelle branche d'une science qui est bien plus vieille que 10 ans, qui a une maturité industrielle et qui, du jour au lendemain, est dans les mains de tout un chacun et qui, tout d'un coup, permet à l'ensemble de la société de se saisir d'un débat public dont on aurait dû se saisir il y a 10 ans. Christine Balaguer. Oui, pour revenir sur l'importance de la technologie dans ces évolutions, en fait, je pense que ça va encore plus loin. C'est-à-dire il y a effectivement des algorithmes d'IA qui personnalisent le contenu de ce qui est envoyé à des milliards d'utilisateurs de manière individuelle tous les jours sur les réseaux sociaux. Mais en plus, il y a cette économie de l'attention, ce modèle publicitaire utilisé par les plateformes qui fait qu'en fait, le temps passé sur ces plateformes est maximisé. Donc en fait, on a des théories en psychologie, plus de l'algorithmie et des technologies d'IA. Et le mélange des deux est absolument catastrophique pour aujourd'hui nos sociétés. Je voudrais quand même avoir une petite pointe d'optimisme. Il y a une régulation dont on a assez peu parlé finalement, qui est passée en Europe en 2023, qui est le Digital Services Act, qui vise quand même à contraindre les plateformes à développer des interfaces utilisateurs pour lutter contre la désinformation
désinformation, mais pas que la désinformation, pour lutter contre les contenus illicites, contre les contenus haineux, et éviter quand même cette polarisation qu'on a aujourd'hui sur les réseaux sociaux. Et en fait, ce qui se passe, c'est que ce DSA fait quand même bouger les choses. Cette semaine, Google, par exemple, a mis en place dans Google Images, eh bien, le fait que vous pouvez aller voir, lorsque vous cherchez une image sur Google, si cette image a été créée par de l'intelligence artificielle ou pas, vous pouvez aller regarder la source de l'image, c'est-à-dire est-ce que cette image est nouvelle ou est-ce qu'elle a déjà été diffusée et quand est-ce qu'elle a été diffusée sur les réseaux sociaux. Donc il y a une évolution petit à petit des plateformes. Bien sûr, le problème n'est pas résolu, mais gardons quand même un peu d'optimisme entre la régulation européenne, dont on va peut-être parler, et l'évolution des plateformes dans ce contexte international. Il me semble quand même que les choses bougent. Fabrice Le Sachet. Je ne partage pas du tout ce qui est dit sur ce plateau, je dois le dire sincèrement. Je ne crois pas que la désinformation soit née de l'intelligence artificielle. Je pense que l'intoxication, la désinformation, on l'a vu tout au long de l'histoire avec différentes techniques. Peut-être que l'intelligence artificielle est une nouvelle forme ou donne peut-être plus de puissance. En tout cas, on voit qu'elle l'accélère. Elle l'industrialise. Elle l'industrialise. Elle la rend accessible à tous. On pourra avoir des réponses à ça. On pourra avoir des réponses à ça. Il ne faut pas laisser penser qu'on n'aura pas de réponse par rapport à ça. Ou en tout cas dire que c'est plié, que le match il est joué et qu'on est face à une catastrophe. Non, c'est pas plié. Le deuxième point, c'est que sur la crise démocratique, moi je pense que c'est pas sérieux de dire que l'intelligence artificielle est la raison ou le facteur principal de la crise démocratique. Je pense que dans nos démocraties, il y a aussi des questions économiques, sociales. Il y a un centre de basculement du monde à l'Est. Il y a la désindustrialisation. Donc il y a d'autres causes peut-être qu'on pourrait évoquer sur la crise démocratique. Mais précisément, la menace est aussi économique. Le président de l'autorité américaine des marchés pense que sans régulation, une crise financière causée par l'IA est inéluctable. Personne ne dit qu'il ne faut pas de régulation. Personne ne dit qu'il ne faut pas de régulation, mais il faut peut-être une approche par les risques. Il faut regarder les usages. Est-ce qu'il faut pénaliser le producteur de couteaux, un couteau pour faire de la cuisine ou pour manger, ou il faut pénaliser ou criminaliser celui qui va tuer son voisin avec un couteau? Donc c'est l'usage qu'on fait du produit qui compte, et donc il faut une approche. Simplement, le produit aujourd'hui est accessible à tous, et fabriquer de la désinformation semble beaucoup plus facile et plus performant que de fabriquer de l'information. Un couteau est accessible à tous autour d'une table. Oui, juste pour réagir, un modèle d'IA, c'est pas un couteau, c'est un tout petit peu plus complexe. Et donc, nous, on prône vraiment, et c'est pour ça que le centre de recherche s'appelle Good in Tech, on pense vraiment qu'il faut avoir des technologies responsables by design. Et en fait, c'est pas un nouveau sujet, c'est toutes ces questions sur l'impact de l'IA, elles datent de 2018. Les premiers travaux, c'est la déclaration de Montréal en décembre 2018, qui dit, attention, il y a des dangers à l'IA. Et on voit aujourd'hui qu'on est en 2023, il y a ce sommet à Londres, mais les choses ne sont pas encore traitées. Et donc, il faut les traiter. Ce sont des sujets complexes, des technologies complexes, que les utilisateurs ne comprennent pas. Et ça pose un problème, puisque ce sont des technologies qui touchent l'ensemble des citoyens avec des risques donc systémiques. Et les assureurs semblent s'en émouvoir. L'assureur AXA, selon son étude, a dit qu'en un an, l'IA est passée de la 14e à la 4e place des risques majeurs de la planète. Pour le cabinet McKinsey, d'ici 2030, jusqu'à 30% des heures travaillées dans l'économie américaine pourraient être automatisées. C'est une tendance qui est donc accélérée par l'IA et qui touche désormais les professions intellectuelles et créatives. Vous voyez ces réactions d'une actrice hollywoodienne suivie d'un designer chinois. On doit être payé de manière équitable. Et puis, il y a l'intelligence artificielle. J'ai travaillé sur un très gros film où on a fait un scan de mon corps et on m'a fait signer un contrat où ils détenaient les droits à mon image et à ma voix pour toujours. On aurait dit un contrat de scientologie. C'est très frustrant d'être acteur en sachant que les ultra-riches ne veulent pas nous donner la part qu'on mérite. J'ai juste écrit « un vieil homme gros ». Et là, on a déjà tous les détails sur le visage, la lumière, les plis des vêtements, la posture des personnages. C'est quasiment parfait. Avant, pour livrer un dessin, ça me prenait un mois. Et j'étais payé 2 600 €. Ça valait le coup. Maintenant, l'IA peut le faire en à peine 1 heure. Alors pourquoi est-ce qu'on me paierait autant ?
Les acteurs craignent que l'intelligence artificielle ne soit utilisée pour cloner leur voix, leur image, sans leur consentement et sans rémunération. Fabrice Le Sachet, est-ce que vous partagez leur inquiétude ? C'est un très bon point parce qu'il y a 2 médias en France et en Allemagne qui ont été, je crois que c'est Frankfurter Allgemeine Zeitung et Ouest France, à qui on a proposé aux rédactions d'utiliser l'IA en appui pour rédiger leurs articles ou pour faire des recherches. Je crois qu'en Allemagne, ils ont été tout à fait ouverts à cette évolution et donc c'est pris en compte par la rédaction. Et en France, ils ont voté contre. Donc il y a des approches différentes. Les journalistes utilisent déjà des applications générées par de l'intelligence artificielle pour les aider. Ils ont voté contre ça. Cette aide de l'IA pour rédiger leurs articles, pour faire leurs recherches. Society a fait sa dernière couverture avec un illustrateur utilisant de l'IA. C'est inéluctable pour des raisons bassement matérielles. Ça coûte tellement moins cher qu'un journaliste ou qu'un illustrateur que, évidemment, la rentabilité de ces groupes étant déjà très, très dans le rouge, pour ne rien se cacher, il y a très peu de titres de presse qui sont rentables en France. Évidemment que c'est un... Ça permet des gains de productivité, mais ça aussi, ça peut permettre de libérer certaines tâches répétitives, comme de retranscrire des interviews. Non. Là, il faut faire gaffe à ne pas calquer sur la révolution industrielle et le pauvre ouvrier qui se tue à la tâche. Il ne s'agit pas de tâches répétitives, il s'agit de tâches créatives. On n'est pas du tout dans le cadre d'une révolution industrielle et d'une transformation du travail par le robot. Ces choses-là ne sont pas assimilables au robot. On est vraiment dans un remplacement, de la même façon que finalement on est passé d'une économie paysanne à une économie industrielle avec l'arrivée de l'électricité et de la machine. On va passer d'une économie tertiaire à toute autre chose avec l'arrivée de ces technologies-là. Dans un pays comme la France qui est essentiellement basé sur du tertiaire, ça risque de faire des transformations absolument radicales. Est-ce que la France s'en sortira ? Les études montrent que non. Que d'autres économies sont beaucoup mieux placées que la France et que la France devrait faire partie des perdants dans cette grande transformation qui vient. Après, c'est des études qui sont faites par des institutions comme McKinsey qui elles-mêmes sont en passe d'être remplacées par l'intelligence artificielle. Donc c'est très compliqué d'apprendre. Mais toujours est-il que les économies vont être radicalement transformées. Il y aura des gagnants, des perdants, tout simplement parce que cette génération d'intelligence artificielle est capable d'apporter des gains de productivité considérables à certaines choses et beaucoup moins conséquentes sur d'autres choses. Un développeur informatique, typiquement, va multiplier sa productivité par 3, 4, 5. Donc si votre industrie est entièrement basée là-dessus, ça va avoir un impact majeur. Par contre, si vous êtes dans une économie industrielle, les gains de productivité vont pouvoir être importants, mais pas à ce point. Et donc, très concrètement, votre voisin qui, lui, aura tout misé sur le développement informatique profitera beaucoup plus de cette génération-là. Et les nations vont profiter de façon inégale de cette arrivée de technologie. Il y a une option qui est mise en avant par les patrons de la Silicon Valley, c'est de créer un revenu universel pour adoucir cette transition. Est-ce que vous y croyez ? Alors ça, c'est la version de Sam Altman, qui est le patron d'OpenAI. Donc la maison mère de ChatGPT. La maison mère de ChatGPT, qui non seulement imagine qu'un nombre considérable de gens seront devenus totalement inutiles socialement, incapables de créer la moindre valeur ajoutée, et donc il faudra un accompagnement social. C'est intéressant de voir que ce ne sont pas des politiques qui envisagent cet accompagnement, ce sont les industriels eux-mêmes. Et il ajoute, qui plus est, qu'il faudrait leur fournir de la réalité virtuelle gratuitement. C'est-à-dire qu'on est vraiment dans une dystopie totale qui est très similaire à Ready Player One, le film de Steven Spielberg qui a inspiré Mark Zuckerberg sur la réalité virtuelle, où on a une quantité faramineuse d'êtres humains qui sont payés à ne rien faire et surtout payés à ne pas se révolter et qui, pour s'assurer de leur docilité, on va leur fournir de l'entertainment dernière génération gratuitement. C'est pas un avenir très souhaitable. Malheureusement, c'est le genre d'hypothèse auquel il faut réfléchir. Et si OpenAI réfléchit à ce type d'hypothèse, c'est bien qu'ils envisagent qu'une quantité faramineuse d'êtres humains ne soit plus utile socialement. Avec ce sommet mondial, le Royaume-Uni veut se poser en moteur d'une coopération internationale au moment où l'Union européenne se prépare à adopter une loi sur la gouvernance de l'IA. Et les États-Unis se sont dotés d'un texte pour protéger les citoyens. Nathalie Devillers, l'Union européenne se prépare donc à adopter une loi sur la gouvernance de l'IA d'ici à la fin du mois de décembre. L'Europe peut-elle devenir une référence en la matière ? Peut-elle influencer la régulation mondiale ? Alors, l'objectif de l'Union européenne n'est pas d'influencer la réglementation mondiale. Chaque État décide souverainement de ce qu'il souhaite faire comme réglementation.
ou pas, en fonction de son histoire, de ses traditions historiques. Et je crois que vous parlez du règlement sur l'intelligence artificielle. Ce règlement ne sera, je ne pense pas, adopté cette année pour des raisons qui sont simples. On en est au 5e round de trilogue avec le Conseil et on n'a pas tout réglé. On aura certainement un autre round mi-novembre et ensuite, avec un peu de chance, on pourrait l'adopter en plénière au Parlement européen. Ensuite, il faut 2 mois aux juristes linguistes pour le traduire, ce qui nous amènerait à l'année prochaine. L'objectif de l'Union européenne, c'est de permettre que les valeurs, les droits fondamentaux et la quête de l'innovation soient préservés grâce à cet outil, qui au moment où il sera adopté, sera certes la première législation mondiale sur l'IA, mais sera surtout une source d'inspiration pour les autres États, tout comme le règlement européen sur la protection des données l'a été il y a 5 ans. Il y a 5 ans, quand ce texte a été adopté, on nous a dit « vous souhaitez saper nos business models, c'est une négation de l'innovation » et en réalité, beaucoup d'États ont copié ce règlement européen. Donc, le règlement sur l'IA sera certainement copié. C'est un modèle qui se décline non pas seulement avec le règlement européen, mais avec d'autres textes sur la responsabilité et surtout d'autres textes sur la cybersécurité. Je veux parler du projet de règlement sur la résilience numérique qui va avoir un effet phénoménal sur les systèmes d'intelligence artificielle, pas seulement, mais aussi sur tout produit ou service qui embarque un logiciel. Et ce texte-là, ce sera finalement le 3e pilier. On a protégé les données avec le RGPD. On va réglementer les systèmes d'IA avec le règlement IA. Et ensuite, on aura un texte qui va renforcer la cybersécurité. Et une fois qu'on aura effectivement ces 3 piliers, on aura un modèle complet qui sera une source d'inspiration, alors soit sous forme de code de conduite dans les pays de common law, qui sont très preneurs de ces mécanismes, ou d'autres natures dans d'autres États. Et en tout cas, effectivement, tout le monde regarde l'Union européenne et tout le monde attend ce règlement. Nathalie Devilliers, un peu plus tôt dans la semaine, on l'a dit, Joe Biden signait un décret visant à protéger les citoyens contre les méfaits potentiels de cette technologie. En quoi l'approche américaine diffère-t-elle de l'approche européenne ? Oui, l'approche américaine, elle a plusieurs particularités. D'abord, on est dans un État fédéral qui a beaucoup de mal à imposer des réglementations de niveau fédéral GAFAM aux entreprises. À tel point que si vous reprenez les différents discours des 5 derniers présidents américains élus, vous verrez qu'on y voit une volonté de protéger les droits et les libertés dans l'espace numérique, le cyberespace et la cybersécurité. Et à l'instant même où ces présidents sont élus, ils se retrouvent dans une incapacité totale parce qu'effectivement, les GAFAM vont mettre en échec n'importe quel projet. Donc, la réglementation US sur ce domaine-là, et si on prend la cybersécurité, va passer par une agence particulière de standardisation, le NIST, qui va arriver à faire passer des exigences qui sont essentielles en termes de cybersécurité. La particularité de l'executive order adopté par le président il y a 48 heures, bien qu'il nous affirme qu'il s'agit d'un moment historique et que la technologie doit être soigneusement réglementée, c'est que le texte crée donc cet institut sur la sécurité et la sûreté des systèmes d'intelligence artificielle, mais il est rattaché au département de la sécurité nationale. Ça veut dire qu'en fait, pour les États-Unis, les systèmes d'IA sont un risque au même titre que le serait une arme biologique, une arme chimique ou une arme nucléaire. Donc c'est cette perspective-là qui est employée. Et puis le deuxième élément qui là est intéressant et peut aussi permettre de créer du lien avec cette initiative de Google, c'est la volonté de créer un tatouage numérique sur des informations de diverses natures avec différents supports, que ce soit du texte, de la vidéo, de la photo, pour authentifier le document et faire en sorte que tout contenu qui serait généré par une IA serait identifiable par défaut en fonction qu'il y ait ou pas ce type de tatouage numérique dont il reste à déterminer ces modèles. Christine Balaguer, est-ce que ça marche, ce tatouage numérique ? Alors, pour l'instant, on en est au début. Donc, les plateformes commencent à identifier des images et l'objectif, c'est que tout type de contenu devra être tagué et on devra savoir si, effectivement, ce contenu vient d'un programme d'intelligence artificielle ou pas. Mais je voudrais revenir sur la différence entre les États-Unis et l'Europe parce que c'est très, très différent en termes de vision. On voit bien que Biden, cette semaine, lorsqu'il parle d'encadrer l'IA,
l'IA, ça a été dit, c'est vraiment pour protéger les infrastructures stratégiques, c'est pour réfléchir aux questions de cybersécurité et puis aux armes biologiques. Et un quatrième sujet qu'il a bien mis en avant, c'est de lutter contre les fake news. Rappelons que quand même on rentre en campagne présidentielle américaine l'an prochain. Nous, en Europe, on a une approche par les risques, c'est-à-dire l'IA Act, c'est une régulation où on va classer les applications d'intelligence artificielle selon le niveau de risque. Il y aura des applications inacceptables, il y aura des applications à très haut risque qui vont demander donc une transparence des systèmes, d'avoir une garantie sur la qualité des données utilisées et d'avoir également des garanties de performance de l'IA. Et puis, il y aura tout un tas d'applications d'IA qui seront mises sur le marché sans aucune contrainte. Donc, on a une vision très, très différente de ce que l'on veut faire avec l'IA aux États-Unis et en Europe. Alors, l'IA est aussi une course à la maîtrise technologique, une course qui est dominée pour l'instant par les États-Unis, suivie par la Chine. Fabrice Le Sachet, outre la régulation, l'Europe se positionne. Lundi, les ministres allemands, français et italiens de l'économie ont annoncé soutenir la création d'un consortium dédié à l'IA en Europe. L'Europe est-elle compétitive ou a-t-elle loupé le coche ? En tout cas, la régulation, c'est une part importante de la course qui est en train de se jouer. La régulation Bruno Le Maire a européenne, dit qu'il fallait innover avant de réguler cette semaine. Oui, on partage ces propos. La régulation n'est pas Mais est-ce que ça n'est pas compatible ? La régulation n'est pas totalement figée en Europe parce qu'il y a le texte évidemment de la Commission qui aujourd'hui est en discussion, en tout cas qui est en phase de débat au niveau du Parlement et même du Conseil européen. Et on voit bien que certains parlementaires européens ont des visions différentes de la Commission. Donc l'approche par les risques qu'on soutient peut être de temps en temps remise en cause par certains parlementaires qui souhaitent classer les IA classiques, les IA génératives, les IA, différents types d'IA. Et donc ça, c'est une approche un petit peu différente qui fera peut-être peser sur celui qui produit la responsabilité juridique et donc les coûts qui peuvent aller avec. Et donc c'est vrai que pour un producteur ou une société qui veut mettre quelque chose sur le marché, ça peut être un frein pour elle. En moins d'une minute, comment l'Europe peut-elle se distinguer ? L'Europe se distingue. On a un monde anglo-saxon qui, du côté des États-Unis, a compris quelque chose d'essentiel. Il faut aller très vite, très très vite. Il faut que le législateur s'adapte au rythme des technologies. Ça, c'est un pas très important. Et puis on a les Anglais qui, eux, très clairement veulent mettre en place l'équivalent d'un GIEC et qui voient dans l'IA un potentiel risque vital pour les civilisations. Et puis on a l'Europe qui veut faire du business. Ce qui est nouveau, d'habitude, l'Europe est plutôt très à cheval sur ses régulations. Mais là, on a des positions qui sont absolument diamétralement opposées. C'est particulièrement innovant. Habituellement, c'est pas comme ça que se répartissent les rôles. Et la France accueillera la prochaine édition de ce sommet après une édition virtuelle dans 6 mois en Corée du Sud. Merci en tout cas à tous les 4 d'avoir participé à cette émission. Merci à vous de l'avoir suivi. L'information continue sur France 24.